Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une émission spéciale aujourd'hui, je m'en réjouis d'avance. Bonjour Franck, vous nous emmenez en effet dans un cadre enchanteur. Bonjour Marlène, bonjour à tous, bienvenue à Chantilly, au sein du domaine princier des Montmorency et des Condé. Bienvenue dans un des trésors du patrimoine français, un écrin de pierre et de verdure pour la plus inouïe des collections de tableaux, d'enluminures, d'objets d'art, l'ancienne collection du duc d'Aumale, aujourd'hui propriété de l'Institut de France. Notre invité est Nicole Garnier, conservateur général du musée Condé, avec laquelle nous allons visiter ces lieux superbes en compagnie d'un public composé des auditeurs du Club européen. Bonjour Nicole Garnier. Bonjour à vous. Merci infiniment de nous recevoir dans ces lieux extraordinaires. Il faut que je décrive un peu l'endroit. Nous sommes là au cœur de la galerie de peinture. Il y a sur les immenses cimaises rouge étrusque sous un éclairage zénital extraordinaire, tout à fait dans l'esprit des grandes collections du 19e siècle, des cimaises couvertes littéralement de toiles de maître, couvertes de chefs-d'œuvre, on peut le dire. Et le prince lui-même, comment recevait-il ses invités ? Alors le duc d'Aumale recevait énormément à Chantilly à la fin de sa vie. Et notamment, il recevait le dimanche ses invités dès le matin. Il allait les chercher parfois lui-même à la gare de Chantilly. On traversait les grandes écuries en carrosse, en calèche. Et puis, on arrivait au château, où il emmenait d'abord ses invités dans la galerie des batailles. Le duc d'Aumale, militaire et historien, qui a écrit cette magnifique histoire monumentale des princes de Condé, connaissait sur le bout du doigt la stratégie militaire des combats. Oui, donc il aimait bien montrer son savoir militaire en quelque sorte. Il commentait très en détail chacune des batailles du Grand Condé. Alors justement, dans un instant, je vais raconter un des aspects de cette carrière militaire du duc d'Aumale. Il se trouve que lors de son retour en France, on l'a chargé de présider le tribunal qui devait condamner le maréchal Bazaine. Nous allons vivre ça dans un instant. Ensuite, nous parlerons bien sûr de toute l'histoire de ces lieux tellement extraordinaires. Et puis si vous le voulez, nous prendrons des micros à chef et nous irons nous promener dans la galerie de Psyché jusqu'au sanctuario, jusqu'au Saint des Saints d'une certaine manière. Ah, on peut dire qu'aujourd'hui, le programme, encore une fois, est très alléchant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Chantilly et nous sommes en public. D'ailleurs, vous allez l'entendre, le public qui est venu nous accompagner aujourd'hui au musée Condé de Chantilly. Je vais vous raconter cette histoire assez étonnante de la présidence par le duc d'Aumale du tribunal qui a dû juger le maréchal Bazaine. Il faut vous dire que en 1870, le Second Empire est instauré déjà depuis 18 ans. Il est dans ce qu'on appelle sa phase libérale. Ça se traduit par un certain nombre de libertés politiques. Et de l'étranger, un certain nombre d'observateurs très aigus observent ce qui se passe avec un intérêt particulier. Et parmi eux, il y a les princes exilés, et notamment les princes d'Orléans qui sont exilés depuis 1848, la date de la chute du roi Louis-Philippe. Parmi eux, celui qui garde le plus grand prestige est sans doute le 5e fils du feu roi, c'est Henri d'Orléans. Il est âgé de 48 ans et il porte le titre de duc d'Aumale. Il faut imaginer un homme grand, mince, svelte, aux cheveux clairs, au regard bleu et pénétrant. Alors il a un petit peu forci en vieillissant, sans doute, mais il garde une allure extraordinaire. Ses succès militaires en Algérie dans les années 1840 l'ont auréolé d'une gloire incroyable. Et il a des convictions libérales, le duc d'Aumale, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a tendance à le suivre plus que ses frères. Pensant le moment bien choisi, les princes d'Orléans vont tenter d'obtenir l'autorisation de rentrer en France. Cette autorisation est refusée par l'empereur Napoléon III le 2 juillet 70. Et donc, c'est depuis l'étranger que le duc d'Aumale assiste à cette guerre franco-prussienne. Il s'informe, bien entendu, de la cascade des désastres que va subir l'armée impériale. Pour lui, c'est difficile de rester les bras croisés. Il faut vous dire qu'il est attaché à son pays, qu'il voudrait être utile. Le 9 août, il est venu s'installer au plus près, il est en Belgique, et il écrit au ministre français de la guerre « Monsieur le ministre,
vous venez d'appeler tous les Français à combattre pour la défense de la patrie. Je suis français, soldat et valide. J'ai le grade de général de division. Je demande à être employé à l'armée active. En apprenant la nouvelle, l'agitation va gagner plusieurs villes françaises. À Paris, le 4 septembre, sous la pression de la foule, la République est proclamée. Un gouvernement de défense nationale se met en place et très vite, 2 idées vont s'imposer. Le Second Empire est mort, il est temps de passer à autre chose. Il faut continuer par ailleurs, c'est la 2e idée, continuer la guerre contre les Prussiens. Et bien sûr, le duc d'Aumale, plus que jamais, veut apporter son aide. Alors, il va tenter un retour en France. Il se retrouve, c'est assez extraordinaire, dans le même train qu'un autre exilé célèbre, Victor Hugo. Très vite, dans une atmosphère pour le moins tendue, dépression le pousse à repartir vers l'Angleterre. Il est à ce moment-là profondément dépité. Eh bien, ça ne l'empêche pas de continuer à suivre les événements de très près. On sait que Paris est assiégé, on sait que le maréchal Bazaine, qui pourtant a une armée très nombreuse, est encerclé par les Prussiens dans une poche autour de Metz. Il est donc dans une situation des plus délicates. Et quand le duc d'Aumale entend certains douter de la loyauté du maréchal Bazaine, qu'il s'est très attaché à l'empire déjà déchu, il s'insurge. Toute l'espérance du duc d'Aumale, raconte Raymond Cazel, biographe du prince, toute son espérance, comme de beaucoup de Français d'ailleurs, repose sur Bazaine et sur l'armée de Metz. Il se récrie « Bazaine, je le connais ». C'est le premier soldat de France, le seul homme qui puisse encore nous sauver. Le soupçonner, c'est indigne. Pourtant, il est vrai que l'attitude de Bazaine pose question. Il n'est pas en phase, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le gouvernement provisoire, ce maréchal qui tente de maintenir des contacts avec l'impératrice Eugénie et qui se lance dans d'obscures négociations avec l'ennemi. Le 28 octobre, ça c'est une date incroyable, le 28 octobre 1870, Bazaine capitule. Metz et les quelques 173 000 hommes qu'il commande tombent entre les mains des Prussiens, c'est la catastrophe. Et très vite, notamment dans les rangs républicains, on parle de trahison. Pourquoi Bazaine s'est-il ainsi laissé dépasser par les événements ? L'idée de poursuivre le maréchal en justice va bientôt naître, évidemment. La guerre, le manque d'assises du pouvoir républicain empêche de le faire tout de suite. Pour l'instant, les combats font rage, bien sûr, et l'urgence est ailleurs. Mais après des mois de lutte, les républicains se résolvent à une paix très défavorable. On est au début de 1871. C'est l'époque de la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, bien entendu. Et en parallèle, le nouveau régime trouve peu à peu une assise relative avec l'élection d'une assemblée qui va siéger à Bordeaux, avec l'écrasement violent de la Commune de Paris, la nouvelle assemblée vient s'installer à Versailles, et la mise en place d'institutions nouvelles. À cette époque, la situation du duc d'Aumale évolue considérablement parce qu'il peut rentrer en France. À la fin de 1871, il est là, de retour, il est élu à l'Académie française et quelques mois plus tard, il est aussi réintégré dans l'armée en tant que général de division. C'est incroyable que le nouveau régime plus ou moins républicain, puisque pour l'instant il ne s'affirme pas encore tout à fait comme tel, que ce nouveau régime autorise le prince à reprendre du galon, si je puis dire, alors que du temps du Second Empire, il n'en était pas question. Au moment où l'affaire de la capitulation du maréchal Bazaine rebondit après le lancement d'une commission d'enquête, c'est à ce prince rentré d'exil qu'on va faire appel donc pour présider le conseil de guerre qui va devoir juger Bazaine et qui va devoir établir si oui ou non le maréchal Bazaine est responsable de ce qui est arrivé à la France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand à Chantilly aujourd'hui pour une émission spéciale. Alors nous parlons aujourd'hui du duc d'Aumale alors qu'il rentre d'exil, qu'il est rétabli dans son grade de général de division. On lui confie en 1873 la présidence du tribunal chargé de juger un maréchal, Bazaine. Mais alors Franck, c'est une situation assez compliquée pour lui. Raymond Cazel précise, s'il refuse, on dira qu'il se dérobe à son devoir. S'il accepte, il portera l'opprobre de juger un collègue malheureux et il apparaîtra
comme l'Orléans revanchard du Bonaparte. Et oui, voyez le piège. Aumale hésite, c'est évident. Pour lui, tout ça est très compliqué. Il sait très bien qu'il doit en passer par là, néanmoins, s'il veut de nouveau obtenir un commandement dans l'armée. Alors, il va se lancer comme il se lancerait dans une campagne. Nicole Garnier nous disait à l'instant qu'il y avait une fibre militaire chez le duc d'Aumale. Eh bien, il va se lancer dans cette affaire. Son été 1873 est très studieux. Il veut absolument maîtriser l'affaire Bazaine sur le bout des doigts. Il épluche les événements de la reddition dans le moindre détail. Il étudie précisément la carte de la région de Metz. Il voudrait même se rendre sur place, ce que les autorités allemandes, évidemment, ne vont pas autoriser, puisque ce sont elles maintenant qui sont les maîtres dans cette région. Et le procès s'ouvre le 6 octobre à Trianon, sous le grand péristyle de Trianon, qui à l'époque avait été fermé de vitrage. Il y a une certaine tension, bien entendu. Ça n'est pas tous les jours qu'on juge un maréchal de France. Et pour haute trahison, Aumale et les généraux qui l'assistent vont devoir répondre à des questions difficiles. Bazaine, en tant que commandant de l'armée du Rhin, a-t-il traité prématurément avec l'ennemi? Est-ce qu'il a capitulé en rase campagne le 28 octobre 70? Est-ce que ça a mené à la perte de ses troupes et à la perte de la ville de Metz, alors même qu'il lui restait tant de moyens de résistance? Ce sont, vous voyez, des accusations très graves, très lourdes qui pèsent sur ce grand soldat. Ceux qui espéraient une confrontation à couteau tiré entre le prince d'Orléans et le dignitaire fidèle au Bonaparte vont être déçus. D'abord, Bazaine, assis sur son fauteuil d'accusé derrière sa petite table, adopte une attitude assez détachée. C'est presque comme s'il n'était pas là. Camille Pelletan, le journaliste, le décrit sans aménité. Trapu, court et replet, dit-il, une grosse tête chauve, mollement assise sur un double menton, 2 petites moustaches brunes qui surmontent la bouche d'un croissant, les pointes en bas, un rien de barbiche, une physionomie médiocre, sans éclair, sans autorité, une figure de gros marchand plutôt que de soldat. Quant au duc d'Aumale, il entend traiter Bazaine avec le maximum de respect. Dès le premier jour, il fait rappeler les hauts faits de sa carrière. Tout au long du procès, il va conserver des manières parfaites. Il y a un journaliste qui écrit « Doux, modéré, poli, digne », le duc d'Aumale remplit son rôle de président aussi complètement bien que possible. C'est intéressant de voir cette presse républicaine, bien entendu, à l'époque, rendre hommage au sérieux, à la dignité, à la bonne tenue de ce duc d'Aumale. La courtoisie, néanmoins, des débats n'empêche pas des réparties très, très fermes. C'est Maurice Beaumont qui le raconte à l'audience du 17 octobre. Tandis que Bazaine soupirait « il n'y avait plus de gouvernement légal, il n'y avait plus rien », le président, donc notre duc d'Aumale, prononce ces mots retentissants « La France, monsieur, existait toujours », mot terrible, et que tout le monde se répétait. Le procès avance selon les chapitres que le duc d'Aumale avait voulu aborder tour à tour, toujours cette même rigueur un peu militaire, bien entendu. Les témoins se succèdent, les questions difficiles sont abordées, et la situation de l'armée de Bazaine pendant l'automne 1870 va être évidemment épluchée, décortiquée, si je puis dire, dans le moindre détail. L'encerclement des Prussiens et surtout l'attitude du maréchal dans ces circonstances troubles, tout ça, évidemment, est étudié de près. Le procès est très éprouvant. Cette espèce de maréchal Bazaine reste de plus en plus impassible. On a l'impression, à mesure que se déroule son procès, qu'il est totalement extérieur à tout ce qui se passe. Et surtout, dans sa défense, il n'a pas tendance à se défausser sur les autres. Ça, il faut le dire. Il assume les responsabilités qui, d'évidence, sont les siennes. Enfin, au début de décembre, c'est le moment du réquisitoire. Pour le duc d'Aumale, on peut dire que là, on s'approche dangereusement de la décision fatidique. Le réquisitoire contre Bazaine est déclamé par un orateur assez médiocre. Il n'en est pas moins très dur. On insiste quand même sur une nuance importante. Ce n'est pas de trahison ni de conspiration que nous l'avons accusé, c'est de n'avoir pas fait son devoir. C'est intéressant de noter cette distinction. Pour la défense, la partie n'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. L'avocat de Bazaine va devoir déployer toute son habileté. Lui aussi va loin. Il termine sa plaidoirie par cette phrase lourde de sens. « Les procès politiques, messieurs, ont cela de fatal que le criminel d'aujourd'hui peut devenir le héros de demain et que sur le lieu du supplice, on fait plus tard une apothéose, on dresse une statue. » C'était bien dit, est-ce que ça suffira? Après un dernier échange entre accusation et défense, le maréchal Bazaine aura le dernier mot. Il lance sur un ton bizarrement impassible « J'ai sur la poitrine 2 mots, honneur et patrie, qui m'ont guidé dans toute ma vie militaire. Je n'ai jamais manqué à cette double devise, je le jure, devant le Christ. » Voilà qui conclut la 60aine de jours de débat.
Maintenant, les généraux qui composent le jury vont devoir se retirer pour délibérer. On est là le 10 décembre 1873, il est exactement 16h35, et l'on peut dire que, sans doute, pour le duc d'Aumale, c'est une des heures, une des minutes les plus importantes de son existence qui va se jouer maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand qui est allé dans les Hauts-de-Seine à Chantilly pour évoquer le duc d'Aumale. En fait, vous vous attardez, Franck, sur des moments marquants de la vie du duc d'Aumale, comme le procès du maréchal Bazaine qu'il préside en 1873. On est donc en train de juger, en ce mois de décembre 1873, le maréchal Bazaine, responsable de la capitulation française. Le verdict tombe après 4 heures de débat entre ces généraux qui constituent la cour martiale, qui constituent le tribunal militaire. Bazaine est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour la cour, l'attitude du maréchal pendant l'automne 1870 mérite la pire des peines. Le duc d'Aumale l'annonce: au nom du peuple français, le Conseil condamne à l'unanimité des voix François Achille Bazaine, maréchal de France, à la peine de mort avec dégradation militaire. Évidemment, on est devant un tribunal militaire et au moment de l'énoncé du verdict, le condamné n'est pas là, il n'est pas présent. Quand il apprend un peu plus tard, il décide de ne pas tenter de pourvoi. Selon Maurice Beaumont, il dit simplement « Si vous voulez me fusiller le plus tôt possible, je suis prêt ». Ce que ne sait pas encore le maréchal Bazaine, c'est que le duc d'Aumale a déjà rédigé au nom du Conseil de guerre un recours en grâce. Il recommande que la peine soit commuée en une destitution accompagnée d'un bannissement. Le président de la République de l'époque, MacMahon, qui d'ailleurs était un général plus ancien en grade que le duc d'Aumale, mais qui se trouvait être président de la République, donc il ne pouvait bien sûr pas présider la cour, MacMahon va faire un autre choix. Ce sera la détention de 20 ans et l'on envoie Bazaine à la prison de l'île Sainte-Marguerite, vous savez, près de Cannes, prison d'où il s'évadera l'année suivante. Quoi qu'il en soit, et même si l'issue du procès ne fait pas l'unanimité, certains verront en Bazaine un bouc émissaire assez pratique. On peut dire que le duc d'Aumale s'est bien sorti d'une tâche délicate et de ce qui pouvait passer pour un véritable piège. Voilà ce que nous dit le biographe du duc d'Aumale, Raymond Cazel. Loin de le desservir, loin de le couler, la présidence du Conseil de guerre fait progresser l'image de marque du duc d'Aumale. On le connaissait peu jusqu'au mois d'octobre 1873. Tous les journaux, durant des mois, ne parlent que de lui, le montrent dans sa fonction provisoire, rendent populaire son visage étroit, sa barbe blonde et ses yeux clairs. On en vient à se demander s'il n'aurait pas fallu le préférer à MacMahon pour la présidence et s'il n'est pas l'arbitre impartial dont la nouvelle République aurait besoin. Voyez jusqu'où tout ça peut aller. Pourtant, on ne peut pas dire du duc d'Aumale qu'il se dirige vers de hautes fonctions politiques. Dans les jours qui suivent la fin de son procès, il va rejoindre Besançon pour assurer le nouveau commandement qui vient de lui être confié, celui du 7e corps d'armée. Il faut dire qu'autrefois, il dirigeait le 17e léger à l'époque de l'Asmallah d'Abdelkader. Ce prince de la maison d'Orléans va poursuivre une seconde carrière militaire pendant une toute petite décennie, au service de la République donc. Mais si sa popularité et son statut continuent de lui attirer la méfiance d'un certain nombre j'ai envie de dire, d'extrémistes, on peut dire que pour autant, il est populaire, il est désormais généralement apprécié. Ça ne va pas l'empêcher de devoir subir un second exil après le mariage de sa nièce Amélie avec l'infant de Portugal. Il va devoir subir un second exil. Il reviendra en France et alors cette fois, il ne fera plus parler de lui. Mais j'ai une petite question à ce propos à poser à Nicole Garnier. Je vous demande, Nicole Garnier, s'il est vrai que lorsqu'il était ici, chez lui, à Chantilly, le duc d'Aumale avait tendance à se promener en tenue militaire et s'il mettait son grand uniforme de général, qu'il n'avait plus le droit, à partir de 1886, de porter en public. Alors ça dépendait de la nature de ses invités. Tantôt il recevait en habit civil, tantôt en habit militaire, selon qu'il recevait des soldats, ses anciens compagnons,
ou ses camarades membres de l'Institut. Quand on lit les mémoires de Pierre de Nolhac, qui a été l'un des grands conservateurs du château de Versailles, on se rend compte que le duc d'Aumale allait souvent dans les galeries historiques constituées par son père, le roi Louis-Philippe, à Versailles, et qu'il avait tendance à diriger assez systématiquement la visite vers les grandes salles d'Afrique où trônait le plus grand des tableaux jamais peints en France, c'est-à-dire la prise de la Smala d'Abdelkader par Horace Vernet. Et l'on dit que le prince venait là et rêvait à son passé glorieux. Il était quand même très nostalgique de cette époque des grands commandements. Il faut dire qu'il les avait eu tôt, ces grands commandements. Il a eu très tôt une brillante carrière militaire et effectivement, si la monarchie de Juillet n'était pas tombée avec la révolution de février 48, on peut imaginer qu'il aurait eu aussi une grande carrière politique. Alors, le duc d'Aumale était chez lui ici. Il faut peut-être que nous expliquions pourquoi nous sommes ici dans une demeure d'amateurs. Quand je dis d'amateurs d'art, au meilleur sens, avec un très grand A, puisque sans doute le duc d'Aumale aura été l'un des grands collectionneurs du 19e siècle. Pourquoi cette demeure est une demeure du 19e siècle, avec le côté un peu fantasque, un peu étrange pour nous que cela peut supposer? Alors le duc d'Aumale a hérité Chantilly de son grand-oncle et parrain, le dernier prince de Condé, mais ce château était en partie rasé depuis la Révolution française. Ce qu'on appelle le Grand Château n'existait plus. Il a contribué déjà à son retour en France, après 1872, à restaurer les appartements des princes de Condé, puis il a décidé de reconstruire l'aile principale du château. Il y a le logis d'Enghien, le petit château de Montmorency qui était resté le petit château 16e, oui. Le petit château de la Renaissance, oui, construit par Jean Bulan, subsistait. Il en a restauré les décors intérieurs qui, eux, datent du début du XVIIIe siècle. Donc un magnifique décor blanc et or qui n'a rien à envier à ceux du château de Versailles, par exemple. Exactement, avec des boiseries incroyables. Récemment restauré par la Fondation de Chantilly, d'ailleurs. Il faut le souligner, vous avez raison de le faire. Ce petit château était tellement endommagé qu'on dit que lorsque l'empereur Alexandre Ier est venu le visiter au début du 19e siècle, en 1814, au moment de son entrée dans Paris, il paraît qu'il a dû le faire avec un parapluie. Tellement. Ça donne une idée quand même de l'état. Donc, le duc d'Aumale décide de tout restaurer, de tout refaire ici. Et de reconstruire la partie principale du bâtiment qui avait été rasée en 1798. Donc c'est un bâtiment qu'il construit pour installer ses collections de peintures essentiellement et sa collection de livres, parce que le malheur du duc d'Aumale, c'est qu'il a perdu tous ses héritiers. Il a perdu ses 7 enfants, certains morts en très bas âge, ou même mort-nés, et puis surtout il perdra 2 fils à l'âge de 21 ans et de 18 ans. Donc un drame terrible qui fait que lorsqu'il rentre en France en 1872, à la tête d'une immense collection d'objets d'art de toute nature, il n'a plus d'héritier direct, mais presque une quarantaine de neveux et nièces qui ne demanderaient évidemment pas mieux que de se partager après sa mort cette collection. Évidemment. Or l'idée du duc d'Aumale, c'est que cet ensemble soit conservé à la France. C'est les premiers mots de son magnifique testament de 1884, voulant conserver à la France le domaine de Chantilly avec tout ce qu'il contient. J'ai résolu d'en confier le dépôt à un corps illustre qui m'a fait l'honneur de m'appeler dans ses rangs, donc l'Institut de France. Et c'est vrai qu'il était entré à l'Institut, il était entré à l'Académie française très tôt, dès son retour de 1871 en fait. Exactement. Alors, nous allons revenir sur la personnalité de ce grand collectionneur dans un instant. Nous allons revenir aussi sur l'ensemble de l'histoire de Chantilly, de ce domaine tellement merveilleux. Et puis, vous nous direz aussi ce qu'il faut venir voir en ce moment, Nicole Garnier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nadia. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est précisément 14h32 et une fois n'est pas coutume, Franck, vous avez déserté les studios d'Europe 1 pour vous rendre dans un cadre merveilleux. En effet, vous animez votre émission depuis le château de Chantilly. À vos côtés, Nicole Garnier, conservateur général du musée Condé. Et nous sommes en public, chère Marlène. Vous allez entendre d'ailleurs le public de Chantilly aujourd'hui. Il faut que vous nous disiez, Nicole Garnier, comment il se fait que le 5e, je dis bien le 5e fils de Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie ait pu devenir le propriétaire de toutes ces merveilles. Je croyais que nous étions ici chez les Condé. Alors nous sommes chez les Condé et le dernier prince de Condé, Louis-Henri Joseph, qui meurt en 1830, a décidé de léguer tous ses biens, donc Chantilly, mais aussi le Palais Bourbon, qui est la résidence parisienne des princes de Condé. Et le château de Saint-Leu et des forêts partout en France. Des terres en Bourgogne, en Bretagne, etc. À son petit-neveu et filleul, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, donc le 5e fils de Louis-Philippe, celui qui n'est pas destiné à régner.
Il faut dire qu'il avait un lien de parenté, puisque son épouse était la sœur de Philippe Égalité. Philippe Égalité est le grand-père de notre duc d'Aumale. Donc il y avait un lien de famille. Il y avait aussi, semble-t-il, la forte influence de la maîtresse du dernier prince de Condé, la baronne de Feuchères, qui a tout fait pour que le petit duc d'Aumale soit l'héritier, le légataire universel de son amant. On peut suspecter que la baronne de Feuchères a plus ou moins négocié le testament de son amant pour s'approprier au passage quelques modestes propriétés. Dont avec le soutien de ceux qui étaient à l'époque ducs et duchesses d'Orléans et qui vont devenir le roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie. Alors, le duc d'Aumale hérite donc cette gigantesque fortune, tous ses biens fonciers, etc. Est-ce qu'il hérite aussi un fonds artistique? Est-ce qu'il y a des œuvres d'art dans le legs? Il y a un certain nombre de tableaux, pas forcément les plus importants. Les plus importants d'entre eux ont été confisqués au moment de la Révolution, des œuvres ont été détruites, d'autres ont été vendues, mais il y a quand même une petite base de tableaux historiques, notamment de portraits. On a ici dans la galerie de peinture, par exemple, un magnifique portrait d'une princesse de Condé au XVIIIe siècle, Mademoiselle de Clermont, par Jean-Marc Natier. Et d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que quand le duc d'Aumale faisait visiter les lieux, il commençait par les grands appartements. Il commençait toujours par les grands appartements, avec notamment, bien sûr, les batailles du Grand Condé. C'est très important pour lui. Il en avait écrit. On dit qu'il frappait les talons et qu'il rectifiait la position devant la statue de Condé. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, je ne sais pas. Et ensuite, donc, le duc d'Aumale emmenait ses invités dans la galerie des Serres. Galerie des Serres magnifique, une salle à manger dans l'esprit de la Renaissance française, mais reconstruite en 1880 par son architecte Daumet, où il commentait l'histoire des propriétaires de Chantilly depuis le XIVe siècle, depuis les Orgemont jusqu'au Montmorency, au Condé. Mais alors tous ces chefs-d'œuvre, et nous allons aller en voir de très près tout à l'heure, ces toiles de Poussin, d'Ingres, de Gérard, de Rigaud, là nous sommes devant le grand portrait en majesté de Louis XV par Rigaud. D'où viennent-ils alors? Alors c'est essentiellement l'acquisition du duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, qui est sans doute le plus grand collectionneur du XIXe siècle, va acheter la plupart de ses collections, notamment pendant l'exil anglais. La fameuse fortune qu'il convertit, si je puis dire, en œuvre d'art. D'autant qu'il n'a plus le droit, après 1852, d'avoir des biens en France. Donc il va vendre toutes les propriétés des Condés, sauf Chantilly, qu'il va vendre fictivement à ses banquiers anglais. Il va prendre un homme de paille, comme on dit. Ce qui lui permettra de récupérer le château en 1871. Et il va donc acheter par lot entier des tableaux. Avec deux idées très fortes. L'idée, c'est d'acquérir à la fois les portraits historiques français qu'il va trouver hors de France, dans l'espoir, bien sûr, un jour de les ramener sur le sol français, et d'acheter également les plus grands chefs-d'œuvre de l'art français qui sont hors des frontières nationales. Ça, c'est tout à fait incroyable. D'où cette concentration ici de merveilles. Il n'y a pas seulement de grands tableaux, il y a ici un certain nombre d'œuvres d'art, il y a des miniatures aussi, les fameuses très riches heures du duc de Berry. Alors ce fameux manuscrit qu'on dit être le plus beau du monde, qui est dû au frère Limbourg, manuscrit du début du XVe siècle, le duc d'Aumale va le découvrir tout jeune collectionneur encore, on est en 1856, il a 34 ans, il se rend chez sa mère malade en Italie, et il va découvrir ce manuscrit français, comme on l'appelle, qu'il va aussitôt acquérir. Donc c'est vraiment un achat et un coup de maître. Oui. Mais la collection de livres anciens et de manuscrits de Chantilly est au moins aussi importante que sa collection de tableaux. Et il y a les petites miniatures de Fouquet que nous irons voir tout à l'heure aussi, enfin, etc., etc. La bibliothèque ici est une des plus fastueuses qui soit. Exceptionnelle. Une des plus grandes bibliothèques de France, notamment pour les manuscrits enluminés du Moyen-Âge. Et pourquoi le duc d'Aumale décide-t-il de léguer tout cela à l'Institut de France? Vous nous avez dit, il n'a pas d'héritier. Il a été accueilli à bras ouverts à l'Institut, enfin à l'Académie française. Et puis peut-être, est-ce qu'il n'a pas, il ne veut peut-être pas reproduire ce qui s'était passé avec la succession du dernier prince de Condé, c'est-à-dire qu'il ne veut peut-être pas charger de tout ça un individu, je ne sais pas. Il veut conserver à la France, mais il ne peut pas léguer à la République qui l'exile une seconde fois. Au moment où il rend public son testament de 1884, c'est le moment où il est exilé, où il est dégradé de son grade militaire. Ça, il ne l'accepte pas. Il écrit d'ailleurs une très belle lettre au président de la République en disant « Je vous rappelle que les grades militaires restent au-dessus de votre atteinte. Je signe et je reste le général Henri d'Orléans, duc d'Aumale », moyennant quoi il est immédiatement exilé, ce à quoi il aurait pu échapper s'il s'était tu. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il faut lui trouver une institution qui accepterait le legs de Chantilly sans que ce soit l'État. Et l'Institut de France, effectivement, établissement public de l'État, ses personnalités artistiques, scientifiques, philosophiques, c'est tout à fait le corps auquel il peut penser. Il en est lui-même membre depuis de longues années. Oui, et donc ce legs va être quand même une charge importante pour l'Institut, parce que c'est le plus gros legs que l'Institut de France ait jamais reçu. C'est le premier qui soit aussi important, oui, et sans doute le plus important. Oui. Oui. Il sera suivi d'ailleurs ensuite par d'autres collectionneurs privés, comme les Jacques Marandré, par exemple. Oui, bien sûr, ou la maison de Monet à Giverny, entre autres.
comment cette maison a-t-elle été gérée depuis lors, donc depuis la toute fin du 19e siècle? Alors depuis la fin du 19e siècle, l'Institut de France veille sur les destinées de Chantilly en respectant les deux clauses principales du testament du duc d'Aumale, des clauses extrêmement lourdes, ne pas prêter les collections hors de Chantilly, et donc l'autre clause du testament qui est au moins aussi lourde, c'est ce qui fait ce que vous voyez autour de nous aujourd'hui, c'est ce qui fait sans doute le charme de Chantilly, c'est l'obligation de conserver la présentation du 19e siècle, de conserver l'accrochage du duc d'Aumale. Oui. Alors ça veut dire que vous ne pouvez même pas déplacer les tableaux, ça paraît complètement Alors on les fou. déplace pour 3 mois et on les remet à l'endroit que le duc d'Aumale leur a assigné. Et en même temps, je comprends pour vous la charge, la contrainte énorme que ça peut représenter. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être ce qui nous permet aujourd'hui de voir ce qu'était la demeure d'un très grand collectionneur au 19e siècle. Car sinon, vos prédécesseurs auraient sans doute, et de bonne foi, fait des modifications qui nous auraient fait perdre cette substance et cette âme si particulière. Absolument, mais n'oublions pas qu'au XIXe siècle, même les musées étaient accrochés de la sorte. Donc le duc d'Aumale, en cela, n'est qu'un homme de son temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'accrochage de Chantilly est très signifiant parce qu'on y trouve le goût du XIXe siècle. Par exemple, en face du massacre des Innocents de Nicolas Poussin, le duc d'Aumale va accrocher un modeste orientaliste, Alexandre Gabriel de Caen, aujourd'hui très oublié, alors qu'en 1855, à l'exposition universelle, les critiques de salon disaient il y a 3 grands artistes en France, Ingres, Delacroix et de Caen. Le duc d'Aumale lui donne la place qui est celui de son temps. C'est quand même Voilà, assez... c'est tout à fait significatif d'une époque et d'un goût. Et passionnant. Mais c'est aussi le reflet de la personnalité du duc d'Aumale, parce que l'accrochage dans la galerie de peinture qui se sépare entre un mur italien et un mur français, c'est aussi le reflet de l'histoire personnelle d'Aumale, qui est italien par sa mère, Marie-Émilie de Bourbon-Sicile, qui épouse une princesse napolitaine, sa cousine Germaine, la princesse de Salerne, dont il rachète la collection de tableaux italiens, religieux, 16e et 17e siècle. Ça, c'est vraiment son côté maternel, féminin. Et puis en face, il y a la collection, je dirais, historique, avec les grands tableaux qui viennent de la collection de Louis-Philippe, les portraits de Richelieu, de Mazarin, des scènes militaires, bien sûr, avec une scène de la guerre de 70, l'épopée napoléonienne. Dans un instant, si vous voulez bien, nous allons parler de tous les autres occupants de cette maison, parce qu'il n'y a pas eu quand même que le duc d'Aumale. Le domaine de Chantilly existe depuis tant de siècles. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand. Bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant sur Europe 1, Franck Ferrand. Donc vous évoquez aujourd'hui le duc d'Aumale qui fait l'objet d'une émission particulière puisqu'on vous retrouve d'ailleurs tout de suite au château de Chantilly. Nous sommes toujours à Chantilly, toujours en public, et nous sommes reçus par Nicole Garnier, conservateur général des collections du musée Condé. Il faut que vous nous parliez un peu de ce domaine, gigantesque d'ailleurs. C'est le Grand Condé dont nous parlions tout à l'heure qui a acheté tous ces terrains, parce que du temps des Montmorency, c'était nettement plus modeste. Du temps des Montmorency, oui, le domaine était plus modeste. Condé a fait beaucoup, le duc d'Aumale fera aussi beaucoup à son échelle, bien sûr. Donc c'est 7800 hectares de terre aujourd'hui, le domaine de Chantilly, c'est à la fois un poumon vert pour la région parisienne. On a une 40aine kilomètres de Paris avec de magnifiques forêts. C'est aussi, dans la pensée du duc d'Aumale, les revenus de ces terres, de ces forêts qui devaient faire vivre Chantilly, qui devaient permettre des travaux d'investissement. Et oui, qui devaient permettre d'alimenter tout ça, bien sûr. Il y a un parc gigantesque également, des jardins qui sont de Le Nôtre, la Quintigny, enfin d'un certain nombre des grands jardiniers et paysagistes du XVIIe siècle. Les 4 temps de l'histoire du jardin, puisqu'on a le jardin XVIIe siècle d'André Le Nôtre, comme vous venez de le dire, et d'ailleurs le jardin préféré de Le Nôtre. Le Nôtre l'a écrit à la fin de sa vie, mais aussi un jardin qui est un petit parc d'attractions dans la partie boisée du parc, début XVIIIe siècle, l'époque rocaille, rococo. Un jardin anglo-chinois à la mode de l'époque néoclassique, la fin du XVIIIe siècle, avec notre hameau qui a inspiré Marie-Antoinette pour Versailles, ou du moins son architecte Mick. Extraordinaire endroit. Et puis également un jardin anglais du XIXe siècle. Donc on a vraiment un résumé de l'histoire des jardins en France à toutes les époques. Avec la maison de Sylvie, qui a abrité en son temps Théophile de Viau. Oui, le remarquable poète. Oui, le grand poète protégé baroque. ici par la duchesse de Montmorency, en effet. Alors, nous avons parlé de la demeure du XIXe siècle, du petit château attenant, qui est une merveille d'architecture, qu'il ne faut surtout pas manquer. Ne ressortez pas du domaine de Chantilly sans être allé voir ce véritable chef-d'œuvre. Et puis alors, bien sûr, ça on ne peut pas le manquer, les gigantesques écuries
qui sont, elles, l'œuvre du duc de Bourbon. Alors là, c'est celui qui avait été Premier ministre de Louis XV, en fait. Oui, on est au début du XVIIIe siècle, avec ces écuries monumentales, ridiculement belles, a-t-on pu écrire, et pas du tout fonctionnelles, mais gigantesques et qu'on prend généralement pour le château quand on arrive à Chantilly. Palais du cheval, au sens propre. C'est sans doute les plus belles écuries du monde, là, je crois qu'on peut le dire. Probablement. Pourquoi sont-elles à ce point gigantesques et même démesurées Les princes de Condé, au début du XVIIIe siècle, voulaient démontrer leur puissance. Louis XIV a régné, son fils n'a pas régné, son petit-fils n'a pas régné, c'est son arrière-petit-fils qui a hérité du trône. Les Condé ne sont pas très éloignés non plus des marches du trône et quelques décès dans la famille pourraient leur permettre de devenir roi à leur tour, pourquoi pas. Donc Chantilly, c'est aussi montrer le pouvoir de ces princes du sang, leur puissance. Les écuries de Chantilly font partie de cette démarche somptuaire du duc de Bourbon. On a oublié un peu aujourd'hui, parce que la connaissance de l'histoire de l'Ancien Régime s'est un petit peu dissoute, mais on a oublié l'importance considérable que pouvaient revêtir ces princes de Condé à la cour et hors de la cour. Je pense à celui qui est devenu l'amant de la princesse de Monaco, notamment, qui est devenu le grand rival d'Honoré III de Monaco, Louis-Joseph, qui a joué un rôle important à la fin de l'Ancien Régime. C'est le cousin du roi et c'est la plus grande fortune foncière de France, en fait, etc. Ce sont des gens très importants, bien sûr. Très vite émigrés et donc rapidement à la tête de la fameuse armée de Condé, l'armée contre-révolutionnaire, contre-républicaine. On est ici dans un endroit qui a joué un rôle non négligeable, évidemment, dans la contre-révolution. C'est amusant que plus tard, ce soit le libéral duc d'Aumale qui en est finalement hérité et qui, devenu quasiment le chouchou, sans le dire, de la République, en est fait don à l'Institut. Nos grands propriétaires ont vécu un moment de leur histoire exilés sur leur terre. Alors nous parlions du Grand Condé, une exposition lui est consacrée en ce moment au Jeu de Paume, expliquez-nous ça. La première exposition qui soit consacrée à ce prince, donc qui fait l'objet effectivement d'une exposition sur 330 mètres carrés où on peut découvrir les différentes facettes de la personnalité de ce grand personnage, à la fois le militaire qui s'illustre très jeune, comme le duc d'Aumale, 21 ans, 22 ans à peine, avec la bataille de Rocroi, il va sauver la France de l'invasion espagnole. Et puis l'autre aspect, peut-être moins connu, qui est plus celui du prince de Chantilly, eh bien ce grand mécène, ce grand protecteur des arts, des sciences, qui est à Chantilly, qui va faire dessiner ses jardins par le nôtre, qui va protéger Molière au moment de la querelle du Tartuffe. Donc un grand personnage extrêmement important pour l'histoire de France, qui jouera un rôle majeur durant la Fronde, qui va même porter les armes contre la Fronde. Et c'est d'ailleurs la période de la rentrée en grâce où il va demeurer sur ses terres à Chantilly, un peu à l'écart de la cour, qui va lui permettre donc de décorer et de faire de ce site ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce Grand Condé est exposé, si je puis dire, jusqu'à la fin de l'année. Là, il faut aller vite, jusqu'au 2 janvier. Magnifique exposition. Oui, il faut aller voir ça. Et on voit, comme vous dites, des souvenirs importants, les drapeaux de Rocroi. Le drapeau de Rocroi, récemment restauré grâce aux amis du musée Condé, des collections de portraits du prince, de sa famille. Nous avions consacré une émission au Grand Condé avec Jean-François Saulnon au tout début de l'exposition et nous avions recommandé à nos auditeurs de venir la voir, cette exposition. Alors, que recommanderiez-vous, vous, Nicole Garnier, à quelqu'un qui a 2 jours à passer à Chantilly et qui veut tout voir, si je puis dire? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, bien sûr, on vient visiter les collections du musée Condé, ça c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, dans un instant, nous allons aller nous promener un petit peu dans quelques salles. Il faut voir le Château Neuf, bien entendu, le pavillon d'Enghien. Il faut voir les grandes écuries des Condé. Qu'est-ce qu'on visite d'autre? Dans les grandes écuries, toutes sortes d'activités, avec bientôt pour les fêtes de Noël, un spectacle de Noël pour les familles. Sur le thème de Peau d'âne. Exactement, oui. Un conte de fées revisité par les cavalières du musée du cheval. Il faut dire que le cheval est chez lui ici, bien entendu. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a un hippodrome quand même tout près, que la pelouse du domaine a été à l'origine quasiment des courses de chevaux en France. C'est quand même très important. Absolument. Et que tous les ans a lieu le célèbre prix de Diane ici, bien entendu. Le prix du Jockey Club également. Jockey Club, prix de Diane, bien sûr. Et Chantilly accueille tous les matins sur ses pistes d'entraînement, sur les terres de l'Institut de France, l'entraînement des chevaux de course avec plus de 2000 à 3000 chevaux. On peut faire des balades à cheval aussi. Dans le parc, absolument. Le pavillon de Manse, peut-être, disons. Le pavillon de Manse, alors qui est la machine élévatoire des eaux, mise en place par le nôtre en 1879 pour le Grand Condé. Vous savez que le miracle des eaux, c'est Chantilly, à la différence de Versailles. C'est ce qui a ébloui Louis XIV, d'ailleurs. Absolument. Qui n'avait pas cette chance à Versailles. À ce propos, ça m'y fait penser, il y a eu un épisode assez fâcheux, assez triste ici. C'est au moment de la grande fête de 1671, le suicide du maître d'hôtel Vatel. Épisode d'ailleurs évoqué dans notre exposition sur le Grand Condé, puisque nous avons retrouvé avec mon collègue Mathieu Deldy, qui est le commissaire de l'exposition, une lettre inédite sur l'histoire de Vatel. Donc ce contrôleur du prince de Condé qui était chargé d'organiser la venue du roi et de la cour à Chantilly, donc une grosse affaire dans un château encore très médiéval.
et qui a subi 3 incidents terribles et fort dépressif, s'est passé l'épée à travers le corps parce que la marée n'arrivait pas, comme le raconte Madame de Sévigné, pour la table du roi, pour le vendredi qui était un jour maigre. Tragique incident et qui a fait l'objet d'un très beau film d'ailleurs, le film de Roland Joffé. Merci beaucoup. Alors ce que je vous propose, c'est d'attraper maintenant nos micros HF et d'aller nous promener devant un trésor inattendu jusqu'à ce qu'on appelle le Santuario, c'est-à-dire le saint des saints du musée. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Suite et fin de cette émission spéciale en public depuis le château de Chantilly, avec aux côtés de Franck, Nicole Garnier, conservateur général du musée Condé. Et il me semble que maintenant vous allez vous promener un petit peu, Franck. J'ai presque scrupule à abandonner nos invités quelques instants. Nous allons déambuler dans quelques-unes des très belles salles de ce musée Condé. Nous sommes là au cœur de la fameuse rotonde et devant l'un des 3 Raphaël qui sont exposés dans vos collections, Nicole Garnier. En l'occurrence, ça n'est pas le moindre, il s'agit carrément de la Vierge de Lorette. Oui, alors cette Madone de Lorette, c'est le tableau de Raphaël entré le plus anciennement dans la collection du prince, sauf que ce dernier pensait qu'il ne s'agissait que d'une copie. Il existe en effet plus de 124 copies de cette œuvre, rien que dans les musées, et le duc d'Aumale pensait qu'il s'agissait de l'une d'elles. C'est seulement en 1976, dans les ateliers du Louvre, lors de la restauration, qu'on a découvert que ce tableau était l'original de l'artiste, en raison d'un numéro qui est en bas à gauche, donc qui est le numéro que portait l'original de Raphaël dans la collection Borghese à Rome. Et oui, donc, c'est le numéro d'inventaire qui permet d'affirmer qu'il s'agit bien du tableau original. Et on vous a laissé aussi en bas, vous voyez, un petit témoin qui montre on le voit là, un tableau très jauni, très sale, couvert de repins, donc ce qui faisait que mes prédécesseurs n'ont pas pu identifier la main du maître. C'est ce qui s'appelle une belle surprise quand même, quand vous croyez avoir une copie. Dans les musées en général, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est vrai, on désattribue plus souvent qu'on attribue. Il y a juste à côté de cette toile à gauche un portrait magnifique d'Henri II d'ailleurs. Alors Chantilly est surtout connu pour sa collection de portraits peints de la Renaissance française, le fond des Clouets. Nous avons plus de 92 portraits français de la Renaissance dans le cabinet des Clouets, sans compter les 366 feuilles dessinées par Jean et François Clouet, qui font partie du cabinet des dessins de Chantilly, un fonds unique au monde, avec tous les rois de France du XVIe siècle. Nous redescendons dans la galerie de peinture. Très amusant de voir cet accrochage, encore une fois, cet accrochage très 19e siècle. Et là, nous entrons dans la galerie de Psyché, une galerie entièrement conçu exprès pour exposer les 42 des 44 verrières en grisaille du XVIe siècle qui ont été faites pour le connétable de Montmorency, pour Anne de Montmorency dans les années 1540 et qui sont d'une splendeur extraordinaire. J'ai eu la chance tout à l'heure pendant une heure de les regarder de près. C'est une véritable aventure. C'est comme lire un roman. Oui, c'est une bande dessinée. C'est tiré du roman antique d'Apulée, donc traduit du latin. Et ça, c'est l'histoire de Psyché et de l'amour, c'est-à-dire de l'âme humaine et de l'amour. Oui, alors c'est magnifique ensemble de vitraux en grisaille, c'est absolument unique. Ce sont des vitraux qui étaient à Écouen autrefois, donc chez le connétable, bien entendu. Même architecte que Chantilly, Jean Bulon. Évidemment. Et alors là, au milieu de cette galerie de Psyché, s'ouvre une petite salle très en retrait qu'on appelle le Santuario. C'est le Saint des Saints, c'est l'endroit où vous présentez les chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre, si je puis dire. Alors, dont 2 Raphaël d'ailleurs. Voilà, les 2 autres Raphaël. Oui, puisqu'encore une fois, c'est lui qui a fait l'accrochage. Absolument, absolument. À gauche, on a la fameuse Madone d'Orléans, donc un tout petit tableau, une Vierge à l'Enfant de très petite dimension, provenant de la grande collection des Orléans au Palais Royal, puisqu'avant la Révolution française, sous l'Ancien Régime, la plus grande collection de tableaux, après celle du roi, ou peut-être même avant, c'est la collection du Palais Royal, c'est la collection du duc d'Orléans, et c'est donc le grand-père du duc d'Aumale, le fameux Philippe Égalité, celui qui va voter la mort de son cousin Louis XVI, qui va se défaire en 1791 de cette collection, qui va la vendre. Aumale va donc se ruiner pour acheter ce tableau qui vient de la collection de son grand-père, et il est probable que peut-être consciemment, mais peut-être aussi totalement inconsciemment, le duc d'Aumale cherche à reconstituer la grande collection des Orléans, à refaire avec Chantilly ce qu'avaient fait ses ancêtres, une collection tout à fait fastueuse et très importante pour l'histoire de l'art. Très importante. De l'autre côté, les Trois Grâces, de l'autre côté d'un grand tableau de Filippo Lippi. Alors c'est un cassone et c'était un coffre de mariage présentant l'histoire d'Esther et donc probablement fait en collaboration avec Botticelli. Très très beau tableau aussi avec des arrière-fonds qui font songer à des miniatures. Et puisque je parle de miniatures, et nous finirons l'émission sur cet extraordinaire aperçu sur les miniatures du livre d'or d'Étienne Chevalier, donc par Fouquet.
Ce sont peut-être parmi les plus jolies représentations qu'on possède du Moyen-Âge, ça. C'est une merveille. C'est effectivement le summum de l'enluminure médiévale du XVe siècle. On peut y voir donc le portrait d'Étienne Chevalier, ici le portrait du roi Charles VII, représenté comme l'un des rois mages. Donc ces 40 enluminures qui étaient déjà détachées d'un livre d'heures, d'un livre de prière pour les différentes heures du jour, a été acquis par le duc d'Aumale. Après la donation de Chantilly, il faut souligner que le duc d'Aumale va continuer d'acheter encore et encore, même après qu'il ait donné Chantilly à l'Institut de France. Merci beaucoup Nicole Garnier. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs de venir nombreux profiter de toutes ces merveilles qui sont là disponibles à Chantilly. C'est ouvert tous les jours, sauf... C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 1er novembre, de 10h30 à 17h et fermé le mardi à partir de la Toussaint jusqu'au 1er avril. Merci infiniment. Merci à vous.